Bonjour à tous et merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce nouveau Meet sur Future online. Donc du coup, comme on vous l'a dit la semaine dernière, on va faire ça toutes les semaines de confinement en tout cas, tant qu'on n'arrive pas à organiser des activités en live, enfin en présentiel. Donc je remercie chaleureusement Abdella qui est là avec nous aujourd'hui, qui va nous présenter son métier, ses études. Je vais déjà lui demander de se présenter très rapidement. Abdella, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'amène ici et puis se présenter très rapidement? Oui, donc voilà, moi c'est Abdellah, j'ai 29 ans. Je suis ingénieur civil depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Donc voilà, c'était comme tu avais décrit dans la description de la séance, c'était un rêve depuis tout petit. Mhm. Donc voilà, donc j'ai envie de dire que chaque jour je réalise mon rêve. Même si voilà, c'est pas toujours forcément toujours aussi beau qu'on puisse le croire, mais voilà, Mhm. c'était voilà, c'est un travail de longue haleine et puis avec beaucoup de plaisir. Donc, et voilà. Et comme c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est ce qui m'a poussé à accepter l'invitation ici pour le Meet au futur. C'est un peu transmettre ma passion et aussi parler des points positifs et moins positifs de mon métier et de Au mes boulot. études. Ok, eh ben, merci beaucoup pour cette petite présentation rapide. De toute façon, on va aller beaucoup plus en profondeur ensuite et puis on va avoir l'occasion de vraiment voir un petit peu plus ce que c'est la réalité de ton travail au quotidien, ce que tu as fait pour en arriver là. Juste pour présenter rapidement à tout le monde le cadre, on va faire une première interview avec une petite intro d'une grosse demi-heure, peut-être jusqu'à 40 minutes. Et ensuite, on laissera une demi-heure, 35 minutes aux participants pour poser des questions soit sous format écrit, soit à ce moment-là, une fois qu'il y aura cet échange, ces questions-réponses, en levant la main, mais pas sur votre vidéo avec l'application Zoom pour que je puisse activer votre micro et activer votre vidéo pour que vous puissiez poser vos questions directement à Abdella. Je pense que si c'est clair pour tout le monde, on peut vraiment commencer. Bon, voilà, on avait fait un petit peu ça aussi la semaine dernière, mais on va commencer par l'introduction. Si je peux te poser quelques petites questions introductives sur ton métier, Abdella, sur ton ambiance de travail, etc. Donc voilà, en guise d'intro, je voulais te demander, toi, puisque tu es ingénieur civil, est-ce que tu es plutôt forage pétrolier, plutôt géothermie écolo-friendly ou plutôt construction de viaducs de Millau? C'est quoi qui te plaît le plus? Alors, ce qui me plaît le plus, forcément, c'est le viaduc de Millau. D'accord. Je me rappelle que quand j'étais encore étudiant, j'avais vu un reportage sur ce viaduc. Ça m'avait vraiment passionné. Ok. Et ça m'avait en tout cas apporté un surplus de motivation. Ok. Euh, Par contre, je pense que je peux être amené autant à faire enfin, n'importe lequel de ces projets en fait, au final. Ok. Euh, Pas forcément. Bon, il n'y a pas forcément un ingénieur qui fait que des viaducs, un ingénieur qui fait qu'une étude pour un forage pétrolier. Mhm. Donc voilà, donc on peut être amené à faire différentes choses au sein de la même boîte, par exemple. Ok. Mais le truc de cœur, le truc qui te plaît plus, ça serait quand même une construction de viaduc, au fond. Ouais, depuis que je suis tout petit, je rêve de faire des ponts. J'en faisais avec des Lego quand j'étais petit. Ah ouais, donc ça vient de loin. Donc, je suis convaincu que c'est mon rêve ultime. Ok, cool. C'est bien d'avoir des rêves d'enfant qui se réalisent. Du coup, on va enchaîner maintenant avec un petit portrait chinois. Alors, la semaine dernière, j'avais plutôt demandé à Sarah de me parler de ses conditions de travail. Cette semaine, je vais plutôt te demander un portrait chinois de ton cadre de travail. Est-ce que tu es prêt? Mhm. Alors, si tu devais décrire ton lieu de travail quotidien, ça serait plutôt un ciel gris et une douche gratuite sur un chantier d'entretien d'un pont autoroutier près d'Ostende, un open space avec des hordes d'ingénieurs encravatés, un MacBook sur une tablette de Thalys ou d'avion entre deux rendez-vous, un MacBook toujours sur tes genoux mais dans un train de banlieue entre Louvain-la-Neuve et Bruxelles, ou en dernier, un bureau bien à toi, bien fermé, mais juste assez proche de la machine à café pour pouvoir entendre les dernières nouvelles. Tu peux faire deux choix, mais il faut que tu les argumentes.
Ok. Bon, j'aurais préféré choisir toutes ces propositions À toi à la parce que fois? c'est assez variable. Mais bon, principalement, je dirais l'open space avec une horde d'ingénieurs, bon, pas forcément en cravaté, mais en tout cas Ok. une horde d'ingénieurs. Euh, Parce que voilà, le métier s'y prête vraiment. En fait, l'open space, ça permet vraiment des interactions. Et on travaille en fait pratiquement jamais tout seul sur un projet. Mhm. Euh, Par exemple, personne ne peut dire voilà, pour le viaduc de Milo, ben, voilà, il n'y a pas un ingénieur qui va dire j'ai calculé le viaduc de Milo. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc, c'est vraiment beaucoup d'interactions entre ingénieurs, des points de vue qui sont confrontés. Et voilà, on essaie toujours de trouver euh, des optimisations, des solutions qui fonctionnent le mieux possible. C'est clairement un travail de groupe, donc Mhm. vraiment l'open space principalement. Et puis aussi, voilà, un éventuel second choix, ce serait le MacBook dans un Thalys ou dans un avion. Parce que voilà, on peut très bien travailler en Belgique et avoir des projets un peu partout dans le monde. Et il arrive que voilà, parfois il faut aller sur place pour l'une ou l'autre raison, que ce soit à court terme ou pour une période un peu plus longue. Mhm. Mais voilà, disons que c'est un peu plus, moins, enfin, c'est un peu moins courant que le fait d'être avec l'ordre d'ingénieur dans l'open space. Ok, donc si je comprends bien, plutôt l'open space, parce que c'est vraiment un travail de groupe, ce que tu fais, mais à la fois, il y a quand même beaucoup de mouvements, tu es obligé de bouger pour aller sur des projets de temps en temps. Donc, il y a aussi un aspect MacBook, tablette de Thalys. Oui, ça, c'est un métier qui est, somme toute, assez humain, dans la Mhm. mesure où on doit rencontrer pas mal de personnes qui sont vraiment d'horizons très différents. Mhm. Donc voilà. Ok, du coup, comme tu parles de ton métier, je pense qu'on peut rentrer un peu plus dans le dur et dans ce que tu fais réellement au quotidien. Moi, enfin, je veux dire, ce que j'ai pensé directement en voyant l'intitulé de ton métier, ingénieur civil, c'est que moi, je viens pas du tout de ce domaine et j'ai eu du mal à voir exactement ce que tu faisais au quotidien. Est-ce que tu peux nous dire exactement, et avec des mots assez simples, finalement, ce que tu fais au quotidien? Qu'est-ce que tu fais dans ton métier? Simplement. Mhm. Euh, je dirais de manière très générale, le boulot de l'ingénieur, c'est de résoudre des problèmes. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment de manière très, très générale. C'est on lui donne un problème et de trouver un moyen de le résoudre. Ça peut être Mhm. par exemple un problème informatique. Et là, l'ingénieur informaticien va essayer de créer un programme ou créer euh, un- du matériel pour répondre au problème. Ça peut être un ingénieur en mathématiques qui va répondre à des problèmes plus mathématiques. Voilà. Moi, ici, en construction, donc, c'est en fait, on a un problème, voilà, par exemple, un pont. Le Mhm. problème, c'est quoi? C'est, voilà, on veut construire quelque chose qui nous permette de passer d'un côté de la rive à l'autre côté. Et donc, voilà, ma tâche, c'est de trouver un moyen de le faire. Alors, plus précisément, ben, ça consiste en quoi exactement? C'est faire des calculs pour que le pont fonctionne, pour que le bâtiment tienne, pour que le château d'eau ne s'écroule pas lorsqu'il est rempli d'eau. Donc, c'est vraiment beaucoup de calculs qui Mhm. permettent de s'assurer que la structure puisse être utilisée sans risque et puisse répondre aux problèmes. Mhm. Donc, ouais. Moi, je suis dans un bureau d'études, donc c'est vraiment ma tâche, c'est le calcul, en fait, c'est la conception des structures. Voilà, c'est par exemple dire, si on imagine, on construit un, un bâtiment, on va dire, voilà, ces colonnes, ces poutres doivent faire tel ou tel diamètre avec tel type de matériaux. Euh, voilà. C'est vraiment s'assurer qu'on respecte les normes. Donc, voilà. À côté du côté fonctionnel, il faut que ce soit quelque chose qui soit sécuritaire. Donc, Mhm. voilà. Et puis, en fait, l'ingénieur, je dirais la seconde phase, c'est la production, c'est la partie production. Donc, ce sont les ingénieurs qui sont sur chantier. Ce sont ceux finalement, qui construisent, qui donnent les directives aux ouvriers, et qui adaptent les propositions de conception en fonction de la réalité du terrain.
D'accord. Donc, si je comprends bien, puisque tu es dans un bureau d'études actuellement, ton boulot, c'est plutôt de faire justement ces calculs préalables, ces études préalables, et pas vraiment de donner des directives aux ouvriers et de gérer les travaux au quotidien. C'est bien ça? Euh, donc, on n'a effectivement aucun contact avec les ouvriers. Mhm. C'est pas du tout dans cette phase-ci qu'on a une discussion avec eux. Euh, Aussi, notre phase, c'est de faire des calculs, mais ce ne sont pas Mhm. ce sont pas des préétudes, ce sont vraiment des calculs qui vont être finaux, Mhm. sauf catastrophe, sauf si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sauf si on voit par exemple que finalement le sol n'était pas aussi bon que prévu, ou bien simplement que voilà, les ouvriers sont humains et ne vont pas travailler comme des machines et vont aussi être voilà, apporter certaines différences par rapport à la théorie, donc construire des choses un peu différemment. Donc, ce seraient les différences qu'il y aurait par rapport à nos calculs, mais on fait vraiment une solution finale. Une solution finale. Ok. Je t'ai entendu un petit peu mal à la fin, mais je vois bien l'idée, effectivement. Tu fais des études et des calculs préalables, mais c'est vraiment pour essayer enfin, d'être au plus concret directement. C'est bien ça. Ok. Et donc, du coup, c'est quand j'ai vu justement ta spécialisation, tu parlais un petit peu des sols tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait une spécialisation en géotechnique. Est-ce que tu C'est peux nous ça. dire un petit peu ce que ça signifie? Alors, la géotechnique, en fait, c'est l'ingénierie de la construction pour tout ce qui est en infrastructure, donc en dessous du sol. Donc, c'est Mhm. typiquement les fondations. C'est aussi parfois l'amélioration du sol. Mhm. Ça peut être Euh, aussi, par exemple, là, le fait de construire des parkings dans le sol, ça demande aussi certaines connaissances d'interaction des structures avec le sol. Mhm. Euh, ouais, ça, en fait, voilà, disons que c'est vraiment un domaine de la construction. Ok. Et donc, du coup, c'est une spécialisation vraiment en plus que tu as fait à Polytechnique ou à la fac, je suppose, de ton cursus de tronc commun d'ingénieur civil. C'est bien Ouais. ça? Euh, en fait, donc, tout d'abord, il y a un tronc commun pour tous les ingénieurs civils. Ouais. Donc, construction, informatique, chimie, mécanique, euh, robotique, il y a un peu de tout. Donc, on a vraiment un tronc commun Mhm. qui fait qu'on a aussi bien, donc voilà, moi qui suis ingénieur civil en construction, j'ai eu des cours d'informatique, des cours de chimie, des cours d'électricité. Et c'est ce qui fait qu'on nous appelle polytechniciens, c'est qu'on a des connaissances dans les différentes techniques. Alors, au bout du bachelier qui est commun, on se spécialise avec un master. Alors, Mhm. moi, effectivement, je suis spécialisé en construction. Et dans cette spécialisation, disons qu'il y a une sur-spécialisation. Moi, j'ai choisi la géotechnique, c'est ça. Donc, Ok. d'autres choisissent l'hydraulique pour construire des barrages, par exemple. Certains choisissent le béton ou l'acier pour vraiment se spécialiser dans la connaissance des matériaux. Mhm. Moi, j'ai choisi la géotechnique. C'est vraiment le domaine qui m'intéressait le plus Mhm. parce que disons qu'avec l'interaction avec le sol, on peut jamais. Il y a toujours une part de mystère en fait, dans la Mhm. mesure où voilà, quand on construit par exemple une poutre, on sait comment on l'a construite, mais quand on doit faire un pieu dans le sol, on doit Mhm. savoir on doit un peu deviner comment le sol va réagir, comment le Mhm. sol est. Et ça, on a en fait au final jamais une connaissance parfaite du sol, donc c'est toujours C'est toujours assez un petit challengeant. peu. Il y a toujours une part un petit peu d'inconnu, si je comprends C'est bien. ça, voilà. Ok. Du coup, tu as parlé un petit peu de tes études, tu parlais du fait d'être polytechnicien, d'un bachelier un petit peu commun et d'un master de spécialisation ensuite en construction avec une surspécialisation en géotechnique. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ces études-là et aussi de comment tu y es parvenu? Est-ce qu'il y avait des spécialisations nécessaires, par exemple, dans ton éducation secondaire? Et voilà, comment tu as fait ce choix-là? Pourquoi bien que ça soit un rêve de gosse et un rêve d'enfant, j'ai bien compris, mais comment t'en es arrivé là? Euh, alors, pour accéder aux études d'ingénieur civil, il faut passer par un examen d'entrée. Ok. Et je pense que c'est un élément qui est très important. Et il faut en fait en être au courant relativement tôt. Mhm. Parce que voilà, pour s'y préparer, il faut quand même y consacrer
pas mal d'énergie et de temps. Mhm. Donc, c'est un examen d'entrée qui consiste en fait à balayer toutes les connaissances en maths. Ok. Ce sont des connaissances qui sont assez profondes. Et donc, voilà, on s'arrête vraiment qu'aux mathématiques pures. Et en fait, c'est un examen qui permet de voir si on peut suivre les cours d'ingénieur. Parce qu'il faut savoir que les Mhm. cours d'ingénieur, en fait, qu'on fasse de la chimie, de la mécanique, de l'informatique, de l'électricité, en fait, tout finalement passe par les maths, en fait, si tu Mhm. veux. Donc, c'est vraiment ici, alors, on essaie vraiment de voir si on a des connaissances suffisantes en maths. Mhm. Alors, moi, en secondaire, j'étais en maths 8, Ok. mais je n'étais pas forcément dans une école qui était très réputée pour ses mathématiques, qui était plutôt Mhm. réputée en fait, finalement pour ses langues. Donc, je dirais que je n'avais pas forcément un niveau de maths exceptionnel, même si c'était vraiment mon cours préféré. J'ai toujours Mhm. aimé les maths. Et donc, quand j'étais en réto, j'ai choisi de suivre des cours supplémentaires de maths dans un autre collège. Donc, ce sont en fait des cours préparatoires pour l'examen d'entrée. Et Ok. donc, ça consistait en 2 heures et demie de maths par semaine. C'était le mercredi après-midi. C'était pas forcément évident de De sacrifier concilier. ces derniers mercredis après-midi avant l'université. Mais c'était vraiment, en tout cas pour moi, c'était vraiment nécessaire. Parce que je pense pas que j'aurais réussi l'examen d'entrée sans ça. Mhm. Après, voilà, en fait, finalement, ça dépend aussi un peu de chacun. Ouais. Moi, je connais une personne qui était en maths 4, donc Mhm. qui est vraiment en niveau maths, je dirais, faible, entre guillemets, Mhm. et qui a réussi l'examen d'entrée bien mieux que moi. Grâce à une Finalement, préparation aussi supplémentaire ou juste comme ça en travaillant tout seul? c'est-à-dire, j'ai pas bien compris. Parce que du coup, tu disais qu'il avait un niveau de maths un petit peu moins important que le tien. Est-ce qu'il était aussi passé genre par par des cours supplémentaires comme tu as fait toi de préparation pour cet examen? Il a fait effectivement aussi des cours supplémentaires, mais il y a Mhm. aussi une bonne partie finalement de volonté. En fait, si tu veux, on a un recueil de tous les examens d'entrée, de Mhm. tous les des examens d'entrée sur Internet. Et en fait, finalement, il y a et ils sont tous curieux des gens de s'améliorer et du Mhm. temps consacré au final. Donc, je pense voilà, que le fait d'être en maths faible, c'est pas forcément un problème, Mhm. pour autant qu'on corrige le tir suffisamment tôt. Euh, D'accord. Mais du coup, effectivement, c'est plutôt des profils très, très mathématiques, hein. Ça, on a bien compris. Les ingénieurs civils, c'est quand même des gens qui aiment les maths et qui aiment bien ce type de choses. oui, après, Mhm. voilà, on n'est pas mathématicien non plus. Mhm. C'est vrai que les maths C'est des maths vont assez appliquées. loin et clairement, bah, enfin, mon point de vue, c'est qu'il faut aimer les maths pour pouvoir réussir des études d'ingénieur parce qu'on bouffe des maths Mhm. vraiment assez limite. Si au cours de philosophie, on n'a pas fait un cours de mathématiques, c'est vraiment, voilà, on réussit à trouver des mathématiques un peu partout. Mhm. Euh, enfin, voilà, c'est pas par plaisir, mais c'est pas nécessité. Mhm. Euh, je pense effectivement que l'aspect mathématique est très important. Et puis, pour ce qui est des sciences, voilà, moi, j'étais en sciences faibles. Mhm. Parce que en fait, quand j'étais en secondaire, j'avais pas forcément compris enfin, j'avais pas forcément imaginé que ça aurait un impact sur mes choix futurs d'études. Mhm. Et d'ailleurs, je ne sais pas vraiment ce que c'était un ingénieur civil en secondaire, très honnêtement. Donc voilà, j'ai beau suivi donc, sciences faibles en secondaire, donc 3 heures de sciences, Mhm. en fait, ce qui ne permet pas de voir grand-chose. Mhm. Ça n'a pas forcément été un problème lors de mes études d'ingénieur civil. En fait, euh, on voit la matière quand même euh, d'assez tôt. Donc on voit pas Mhm. mal de choses. Et je dirais que c'est que ouais, tant qu'on s'accroche, tant qu'on investit du temps, c'est pas forcément un problème. Mhm. Très bien. Du coup, moi, comme tu le sais, je pense bien, moi, je connais assez peu encore le système éducatif et universitaire belge. Je suis venu de France il y a 4 mois maintenant. Du coup, ça m'a fait tilt un petit peu quand tu as parlé d'examen d'entrée. Est-ce que c'est vraiment un examen? C'est-à-dire que si tu arrives à une certaine note, tu passes directement en bachelier, ou alors est-ce que c'est un concours? Est-ce qu'il y a des places limitées? Je pense que c'est une question qui peut intéresser directement les personnes qui nous écoutent. Non, c'est vraiment un examen. C'est un examen. Euh, Ok.
Honnêtement, je pense qu'à ce jour, c'est un des pires examens que j'ai que j'ai dû passer. C'était assez compliqué. C'est un examen je pense qu'il dure 4 jours, je pense. En D'accord. tout cas, c'est quatre examens. Je suis plus sur 2 jours ou 4 jours. Mhm. Et il faut effectivement atteindre une certaine. En fait, il faut réussir cet examen avec plus de 70%, je pense. Ah ouais, ok, c'est bon. Après, voilà, si on rate en juin, il y a toujours moyen de le repasser en septembre. Mhm. Et si on rate un seul examen des 4 ou bien, voire éventuellement 2 des 4, on peut passer un examen oral. Bon, Mhm. il y a moyen de rattraper. Et souvent, ce que font ceux qui ratent l'examen d'entrée, mais qui veulent vraiment faire études d'ingénieur, c'est qu'ils font une année préparatoire en mathématiques. Ah d'accord, c'est possible de faire ça Euh, aussi. donc, c'est une 7e année en mathématiques. D'accord. Euh, et aussi qui réussissent l'examen d'entrée et qui font quand même cette spéciale maths. Mhm. Ou bien qui ne passent pas l'examen d'entrée, mais qui font quand même cette spéciale maths pour être plus confortable Ouais, à et avoir des l'université. bonnes bases. Mhm. Ça, mais donc voilà, effectivement, si l'examen est raté, par contre, enfin, s'il est raté en septembre, il n'y a malheureusement plus Mhm. moyen de le repasser. Il faut attendre l'année prochaine. D'accord. Et juste une dernière question par rapport à ça. Je pense que c'est des modalités pratiques qui peuvent directement vraiment intéresser les gens qui nous écoutent. Quand tu passes cet examen, c'est pour une fac, c'est pour une université ou c'est pour plusieurs universités? Est-ce que c'est quelque chose de centralisé ou tu as la possibilité de passer plusieurs examens dans différentes universités si jamais tu le fais? C'est une très bonne question. Je n'ai pas pensé à parler de ça, mais c'est effectivement très intéressant. Donc, ce n'est pas un examen généralisé dans la mesure où c'est pas le même examen dans les différentes universités. D'accord. Par contre, il se passe au même moment. Ok. Donc, si tu as raté à l'UCL, tu ne peux pas aller passer à l'ULB ou à Mons parce que le créneau est passé. Mhm. Donc, les examens sont différents, ne sont pas forcément du même niveau même. Mhm. Il y a toujours des réputations et des bruits de couloir qui disent que Mhm. l'entrée est parfois plus facile dans telle ou telle université. Mhm. Alors, bon, moi, il y a 10 ans, je me rappelle que voilà, on parlait de ça. Peut-être que maintenant, ça s'est uniformisé, ou bien peut-être que maintenant, peut-être dans d'autres universités, c'est plus dur et dans la mienne, c'est peut-être plus facile. Mhm. Euh, Moi, j'ai décidé de le passer, l'examen d'entrée, à l'UCL, donc c'est là où j'ai fait mes Mhm. études. Mais Mhm. j'aurais très bien pu passer mon examen d'entrée à Mons ou bien à Bruxelles et faire mes Mhm. études tout de même à Louvain. Donc, c'est une fois que l'examen d'entrée est réussi, on a accès, en fait, au final, à toutes les écoles polytechniques de Wallonie, Bruxelles, de Flandre. Je ne sais pas si c'est le même système, ça à confirmer. D'accord. D'accord. Oui, donc on peut quand même accéder à d'autres écoles polytechniques avec son examen d'entrée, c'est bien ça? C'est ça, ouais, Ok. exactement. Ouais, par Ah, c'est exemple, en intéressant. fait, un truc simple, c'est que à l'UCL, par exemple, on avait beaucoup d'étudiants qui viennent d'une certaine région Mhm. de Belgique, par exemple du sud de la Belgique ou bien du côté de Mons. Mhm. Ils sont encore en réto et n'ont pas forcément envie de faire toutes leurs études universitaires dans la même région. Mhm. Et Mhm. donc, par contre, quand tu es en réto, c'est pas forcément évident d'aller 4 fois de suite à l'autre Ouais, bout du pays. effectivement. Donc voilà, donc c'est quand même plus simple de passer à l'endroit où on est. Et Mhm. puis après, faire son choix euh, librement. Ok. Après, voilà, et comme je te disais, il y a aussi des histoires qui disent que voilà, dans certaines universités, l'examen d'entrée est parfois plus facile que dans Que dans d'autres. Mais après, d'autres. honnêtement, je n'en sais rien. Mhm. Et, et je pense pas voilà, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de choisir la facilité. Si c'est pour réussir l'examen d'entrée, mais après se casser la gueule. Après, ouais, je pense pas que ce soit rentable. Donc, je me dis, autant essayer de se dépasser pour Bien l'examen sûr. d'entrée. Mais si ça n'offre aucune garantie de réussite pour la suite. Voilà, Mhm. Autant essayer de c'est un viser bon haut. choix. Exactement. Très bien. Bah, je pense que si les participants, ceux qui nous écoutent, ont plus de questions sur tes études et la nature de tes études, plus en détail sur les matières, etc., ils pourront poser directement leurs questions ensuite. Mais j'aimerais bien passer à quelque chose un peu plus soft, en fait. C'est tout l'aspect social de ton travail. On sait à quel point c'est important, je pense, pour les jeunes actuellement d'avoir un impact social plutôt positif à travers leur emploi. Du coup, je voulais te poser la question justement de l'impression que tu avais par rapport à cet impact. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un vrai impact social positif et qu'est-ce que tu as l'impression d'apporter, toi, à ton entreprise?
Alors pour moi, l'impact social, il est évident dans la mesure où on construit des choses pour répondre à des problèmes. Mhm. Euh, voilà. Par exemple, si je te parlais de mes différents projets que j'ai eu jusqu'ici, c'est des logements, Oui. des bureaux, des ponts, une Mhm. gare ferroviaire. Mhm. Tout ça, ce sont des choses que les gens vont utiliser. Donc, pour moi, l'impact, il est vraiment évident. Mhm. Donc, voilà, je pense d'une certaine manière, on soulage les gens d'un problème, Mhm. permettre aux gens d'habiter dans leur propre appartement ou bien de prendre les transports en commun pour pouvoir voyager. Moi, je trouve ça assez fabuleux. Mhm. Sincèrement, c'est une source de motivation. Même si, allez, sans se mentir, c'est pas disons, c'est pas on ne fait pas le travail que pour faire plaisir aux gens, évidemment. Mhm. On y trouve notre compte, évidemment, mais ce côté impact, pour moi, il est évident. Euh, Effectivement, c'est la base de l'organisation sociale, de mettre en place des infrastructures pour que les gens puissent se déplacer, puissent se loger. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a un impact social évident et direct dans ton job. C'est assez Mhm, évident. c'est ça. Ouais, honnêtement, ça peut toucher finalement, je dirais, toutes sortes de personnes. Les bâtiments auxquels j'ai participé, il y avait aussi bien des logements sociaux que des bâtiments de haut standing au final. Donc, Mhm. voilà, il y en a pour tout le monde. Très bien. Attends, je vais reprendre un petit peu mes questions, je suis en train de m'y Ouais. perdre. Donc effectivement, tu as l'impression d'avoir un impact social direct à travers ton boulot. Est-ce que, moi, je vais poser une petite question supplémentaire, parce que c'est quelque chose qui me tient aussi personnellement à cœur. On sait que les infrastructures, c'est quand même un secteur d'activité, la construction, les infrastructures qui a un impact environnemental assez haut. Je pense que c'est aussi des questions qui intéressent assez directement les jeunes. Comment cet impact environnemental de la construction, il est pris en compte dans ton boulot quotidien? Mhm. Ouais, effectivement, c'est un sujet qui est heureusement de plus en plus à la mode. Mhm. Et je pense que ça force de plus en plus de personnes à réfléchir aux façons de travailler. C'est effectivement un enjeu majeur. Mhm. Euh, dans la mesure en fait, où finalement, ces optimisations qu'on pourrait apporter au niveau environnemental, elles sont aussi profitables financièrement au final. Elles Mhm. sont profitables pour pas mal de choses. Euh, et Tu peux nous euh, expliquer comment exactement elles sont profitables? Par exemple, depuis quelques années, dans les chantiers à Bruxelles, il y a des plateformes de réemploi de matériaux Mhm. qui fait que si sur un chantier, on a plus besoin, par exemple, de X mètres carrés de carrelage, ils peuvent être réutilisés sur un autre chantier. Et c'est effectivement, c'est clairement un gain, un, un gain d'argent. Mhm. C'est aussi, on évite un gaspillage de matériaux. Mhm. Alors ici, je parle de carrelage, mais on parle aussi d'isolants. Ce sont des matériaux qui sont quand même finalement assez polluants à produire. Mhm. Voilà, le fait d'essayer de limiter le gaspillage, ça permet vraiment de faire des sacrées avancées au niveau respect de l'environnement. Mhm. Et puis, il y a aussi en fait des normes qui sont de plus en plus strictes Mhm. en Belgique, qu'on est obligé de suivre. Mhm. Voilà, qu'on le veuille ou non, on n'a pas le choix. Mhm. Que ce soit pour la pollution des terrains, pour l'utilisation des matériaux, et finalement aussi pour le bien-être des ouvriers. Mhm. Mhm. Le fait d'utiliser des matériaux qui sont nocifs pour l'environnement et sont souvent aussi nocifs pour l'être humain qui utilise. Donc voilà, une norme de plus en plus stricte qu'on est tous obligés de respecter et sincèrement, c'est pas plus mal. Mhm. Voilà. Super. Effectivement, on voit bien il y a deux aspects un petit peu à cet impact environnemental. Et finalement, tu disais au début que ton boulot, c'est de trouver des solutions. Donc, le problème environnemental, on essaye aussi d'y trouver
des solutions à travers ton travail, si je comprends bien. Mhm. En plus du recyclage et de la réutilisation de matériaux, je me permets de te poser la question des normes. Tu as évoqué des normes de plus en plus strictes dans ton boulot. Les normes, ça fait appel un petit peu à des profils plutôt droits, par exemple. Est-ce que dans ton environnement de travail direct, il y a autre chose que des ingénieurs? Est-ce qu'il y a aussi des personnes qui ont un background totalement différent pour gérer Euh, justement le respect de ces normes, par exemple? En fait, ici, ce sont plutôt des normes techniques. Oui. Ce sont des normes de construction, en fait, hein. Donc, ce sont vraiment des normes qui disent, par exemple, on doit utiliser telle épaisseur d'isolant Mhm. pour pouvoir atteindre telle performance énergétique pour le bâtiment. Ce sont Mhm. vraiment des normes techniques à respecter. Et ici, en fait, il n'y a que l'ingénieur qui intervient. Euh, Par contre, clairement, dans notre métier, c'est un métier très, très humain, comme je disais tout à l'heure, avec Mhm. des personnes d'horizons différentes, pas seulement géographiquement, mais aussi en termes de background et en termes de métier. Mhm. Donc, on est aussi bien à travailler avec des financiers qu'avec des juristes, euh, qu'avec des architectes, qu'avec des clients qui font le portefeuille, mais Mhm. qui représentent un subside. Et ça, c'est plutôt une relation de travail sympathique d'avoir des profils très différents ou des fois il y a des difficultés de communication. Je veux dire, est-ce que vous parlez le même langage? Est-ce que c'est facile de communiquer entre vous ou est-ce qu'il y a des accros? Ouais, je, je pense que chacun doit faire le nécessaire pour pouvoir se faire comprendre. Je pense que si la personne qui parle de son métier et de ses tâches et qui n'arrive pas à se faire comprendre, Mhm. le problème il est chez lui, il n'est pas chez les autres. Euh, alors, les accros qu'il peut y avoir, c'est parce qu'il y a différents points de vue, Mhm. différents intérêts qui peuvent se confronter, typiquement ouais, sur chantier, par exemple. C'est vrai que, ouais, il y Mhm. a parfois des réunions qui sont un peu plus animées parce qu'il y a vraiment des enjeux qui sont très importants, des Mhm. enjeux financiers surtout. Et qu'on a un client, un architecte qui a d'autres intérêts. L'architecte qui veut que le bâtiment soit le plus beau possible, l'entrepreneur qui veut que le bâtiment soit peut-être le moins cher possible, enfin, Mhm. mais qui fonctionne pour autant. Donc, il y a toujours différents intérêts, donc il y a effectivement des accros. Mais je pense que entre différents corps de métier, on arrive toujours à se faire comprendre parce que on veut faire fonctionner le truc, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas forcément un problème. Je trouve que c'est même assez intéressant de comprendre quels sont les points d'attention des autres métiers, sur Mhm. quoi, en fait, qu'est-ce qui les intéresse vraiment quand on leur parle. Et je trouve que c'est très enrichissant, en fait. Mhm. Ouais, très bien. Ben, en tout cas, on est passé, je pense, au cours de cette petite interview par plusieurs aspects. Tu as parlé d'abord un petit peu de la réalité de ton travail au quotidien. On est passé ensuite par tes études, par l'impact social, par l'impact environnemental, puis on est revenu ensuite sur voilà, la diversité des profils qu'il peut y avoir, la communication et ses enjeux. Donc du coup, je pense on a passé là déjà un petit peu plus d'une demi-heure à brosser rapidement la réalité de ton quotidien et de ton métier. Si tu es d'accord, on peut passer à la phase de questions-réponses qui va durer allez, 25-30 minutes. Donc voilà, pour le réexpliquer à tout le monde, vous allez tous avoir la possibilité de poser des questions à Abdella. Donc, si vous voulez le faire par oral ou avec la vidéo, vous avez juste à lever la main et moi, je vais simplement activer votre micro. Donc, lever la main via l'application Zoom. Sinon, si vous préférez pas, vous pouvez aussi passer par le chat écrit et on va reprendre les questions qui sont mises sur ce chat. Donc voilà, à partir de maintenant, n'hésitez pas à lever la main, à poser les questions qui vous passent par la tête. J'en profite pour juste prendre une question qui a été posée pendant qu'on parlait Abdella par Anan. Elle demande comment le métier a évolué depuis 10 ans. Par exemple, quel type de calculs supplémentaires doivent être faits? C'est une bonne question. Alors, ouais. Est-ce que je suis capable d'y répondre, sachant que je travaille que depuis 4 ans? Je ne suis pas certain. Blague à part, je dirais que le métier n'a pas forcément énormément évolué parce qu'on utilise finalement des matériaux qui sont assez similaires par rapport à il y a 10 ans. Mmh, Il y a des normes qui changent, comme je le disais, des normes par exemple environnementales qui sont de plus en plus strictes. mmh, Après, il y a des petites corrections qui sont faites sur des anciennes normes parce qu'on voit que certaines normes n'étaient pas forcément
optimale. Parfois, il y a toujours moyen de faire mieux. Mhm. Euh, et il y a aussi parfois des améliorations qui sont apportées à des matériaux. Donc, des matériaux, par exemple, plus écologiques ou qui résistent mieux, plus isolants. Mhm. Donc, il faut savoir les utiliser. Ça implique des calculs qui sont différents. Mais les théories fondamentales ne changent pas vraiment. En tout cas, pas sur 10 ans. Mhm. Il y a aussi, ouais, je dirais aussi peut-être des logiciels de calcul qui sont de plus en plus utilisés, qui sont de plus en plus robustes. Euh, et pour l'instant, il y a en fait une nouvelle philosophie dans la construction dans le monde. C'est l'utilisation du BIM. En fait, le BIM, c'est quoi? C'est, disons, un plan 3D vivant Mhm. de la future structure qui permet de voir vraiment l'évolution du chantier, mais vraiment sur plan, qui permet de voir quels sont les différents problèmes qu'on aura quand on aura construit le, la structure. Parce qu'évidemment, quand on a des plans papier, c'est pas forcément évident de voir toutes les interactions entre les différents corps de métier. Mhm. Euh, Par exemple, voilà, l'électricien a ses propres plans, le constructeur a ses propres plans, ceux qui s'occupent de tout ce qui est évacuation d'eau a ses propres plans. Mhm. Et le fait d'avoir cette plateforme 3D vivante, ça permet justement de voir vraiment dans le moindre détail quels sont les différentes interactions. Et ça permet en fait d'optimiser, je dirais, les chantiers. Mhm. Euh, on les optimise en fait surtout au niveau du timing, Mhm. ce qui est en fait un point majeur en fait. Le fait de pouvoir D'accord. terminer un chantier à temps ou à l'avance, c'est quelque chose qui est très bien perçu évidemment. Effectivement. La construction traîne quand même une sale réputation de, Je ne de sais pas pourquoi. retard, de retard en tout genre. Donc, du Alors, coup, c'est vrai qu'il y a du retard, mais c'est aussi, ouais, je pense que c'est propre aux conditions de travail. oui. On ne peut pas tout deviner, on ne peut pas tout prévoir. Mhm. Un planning, mais on sait très bien que ce planning, ça en fait fonctionne si tout se passe comme prévu, je dirais, enfin, ou s'il n'y a pas de situation exceptionnelle, évidemment. Mhm. C'est à nous de prévoir le maximum de choses. Il y a Mhm. parfois des choses qu'on peut pas deviner. Tout à fait. Euh, Ok. Donc, ouais, on a bien compris hein, qu'il y a une évolution légère des normes qui implique une réadaptation légère aussi du travail des calculs et puis aussi une tendance vers des plateformes 3D, par exemple, plus vivantes qui permettent d'avoir une vision plus globale de l'évolution des chantiers. Et d'ailleurs, je vois Alan qui dit oui, tu as très bien répondu à ma question. Changement de normes léger. On a une autre question sur le chat à l'instant que je vais te lire de Nawal. Ton travail consiste principalement à faire des calculs. Tu n'as pas l'impression de faire tout le temps la même chose? euh, Ben, écoute, Nawal, non. Sincèrement, j'ai pas eu l'impression en 4 ans d'avoir vécu 2 fois la même journée. Parce que les calculs sont tellement vastes, les possibilités de construction sont tellement vastes qu'on ne fait jamais 2 fois le même projet. Et très sincèrement, au bout de mes 5 années d'études, je suis très très loin d'avoir appris tous les ressorts de la construction, toutes les théories de la construction. Ce sont vraiment c'est vraiment un domaine qui est très très vaste et on peut se spécialiser de plus en plus en fonction des types de projets qu'on a. Et au final, ce sont toujours des calculs différents. Ce ne sont pas simplement ouais, c'est pas trois formules que je fais tourner chaque fois, chaque jour avec différents paramètres. On est vraiment très, très loin de ça. Et en fait, quand je dis calcul, c'est pas seulement résoudre des équations, c'est en fait créer ces équations. Donc, c'est en fait comprendre le problème et pouvoir le mettre en équation. Et ça, Mhm. en fait, c'est quelque chose j'ai- qui occupe une grande partie en fait, du travail. C'est vraiment en fait traduire le problème en équation. Mhm. On est, en fait, ouais, on est encore loin de pouvoir dire la réponse à l'équation, c'est 2 ou c'est 3. Mhm. Trouver l'équation, c'est déjà d'abord le premier challenge. Sachant que le problème, ben, on a des informations sur le problème qui ne sont pas forcément parfaites. Par exemple, dans le cadre de mon travail, quand je dois calculer des fondations, on va faire des essais sur le sol.
les essais sur le sol nous donnent des informations sur le sol, mais qui ne sont pas forcément vraies 2 mètres à côté de l'essai du sol. Donc, je dirais, en fait, c'est beaucoup de variables. C'est un problème qu'il faut vraiment essayer de comprendre avant d'essayer de le résoudre. Donc, franchement, pour l'instant, en tout cas, à l'heure actuelle, je suis encore très loin d'avoir l'impression de faire tout le temps la même chose. Oui, parce que finalement, tu n'es pas un fichier Excel. Il y a un travail de conceptualisation, si je comprends bien, des problèmes pour les mettre en langage mathématique et pour y trouver des solutions. Donc, il y a aussi un passage de réflexion et pas de simple application de théorème ou d'équation ou de calcul. Ouais. Ouais, exactement. Et c'est encore plus vrai, je dirais, excuse-moi, sur chantier. Ouais. Alors, moi, j'ai travaillé 2 ans entre 2 et 3 ans sur chantier. Mhm. Et honnêtement, avant d'aller sur chantier, j'avais tendance à me dire que bon, les journées allaient peut-être un peu se ressembler, ça allait chaque fois être la même chose. Mhm. J'ai jamais vécu 2 fois la même journée non plus parce que Mhm. il y a toujours en fait un nouveau problème chaque jour et des problèmes qu'on peut jamais imaginer. Je trouve qu'on est fort pour créer parfois des problèmes au final, il faut toujours trouver des solutions assez rapidement et donc ce qui fait qu'on ne résout jamais 2 fois le même problème. Mhm. Ok, très bien. Je pense on a bien répondu à cette question-là. Du coup, j'invite de nouveau tous ceux qui nous écoutent, les participants, à lever la main via leur appli Zoom ou à poser des questions via la conversation. Alors, n'hésitez pas à lever la main. Si je vois qu'il y a une autre question de Mahmoud. Ah ouais, Mahmoud, effectivement. En tant qu'ingénieur civil des constructions, êtes-vous souvent amené à travailler avec d'autres types d'ingénieurs? Si oui, quelles sont les spécialisations le plus souvent rencontrées? C'est une bonne question. Alors, d'autres types d'ingénieurs, il y a très certainement des ingénieurs architectes ou architectes simplement. Mhm, Disons que voilà, on est en étroite collaboration avec eux, mhm, forcément. Il y a aussi tout ce qui est ingénierie en technique spéciale, donc électricité, flux d'eau, flux de mhm, gaz, chauffage. Donc, et tout ce qui est en fait finalement performance énergétique, ce sont aussi d'autres types d'ingénieurs. mhm. Donc, on a forcément des interactions tôt ou tard avec eux. Mais évidemment, ça dépend du type de projet. Par exemple, pour un pont, on ne va pas forcément avoir des interactions avec un ingénieur PEB. C'est quoi? C'est performance énergétique des bâtiments. En fait. Donc, voilà, un D'accord. ingénieur, ça dépend vraiment des projets. Et puis en dehors de ça, on a aussi beaucoup d'interactions avec des ouvriers Mhm, finalement qui se connaissent très très bien dans certains domaines, bien mieux que moi en tout cas. Par exemple, un maçon, c'est jamais moi qui vais lui dire comment faire son métier. mhm, Moi, je peux simplement lui dire ce qu'il doit construire, mais je ne vais jamais lui donner de conseils de construction au final parce mhm, que ils savent bien mieux que moi. Et donc, en fait, finalement, chacun a sa propre spécialité. C'est ça que je trouvais assez intéressant et enrichissant sur le chantier. mhm, C'est que tout le monde a vraiment des bagages tellement différents, viennent d'horizons tellement différents, mais ils sont tous bons dans leur domaine, spécialisés dans leur domaine. mhm. Donc, voilà, ça fait des interactions intéressantes. Sinon, d'autres types d'ingénieurs, ouais, des ingénieurs de gestion, je dirais. Voilà, on s'écarte un peu des ingénieurs civils. Mhm. Tu es en train de voir la question aussi qui arrive Ouais, ça ensuite me coupait, mais j'avais de terminé. Mahmoud, donc qui utilise son droit de suite et qui demande quelles sont les plus grandes différences entre le master et le bachelier dans les façons dont les cours sont enseignés, etc. Euh, c'est une bonne question. Je dirais qu'en bachelier, on parle de très grands groupes. Ok. Je pense qu'en première année, on devait être 600. En troisième année, on devait être peut-être plus que 300. Et voilà, Mhm. c'est des grands groupes. Et peut-être, je dirais que les cours sont peut-être un peu plus, je dirais un peu impersonnels. Qu'on soit là ou pas, ben, Mhm. le professeur, il n'en sait absolument rien. Il ne te connaît pas, il ne connaît pas ton nom, Mhm. ou en tel que très rarement. Euh, donc, je pense que le point important, c'est que il faut peut-être aller un peu plus vers l'information, je pense, en bachelier. Mhm. Ça veut dire que si on a une question à poser au professeur, il ne faut pas hésiter à se déplacer et descendre de l'auditoire à la fin du cours
lui parler ou bien aller voir à son bureau, lui envoyer un mail. Mhm. Je pense que c'est vraiment la philosophie à avoir. Mhm. Tandis que finalement, en master, ce sont déjà des spécialités. Donc en construction, nous étions une trentaine. Mhm. Donc tout le monde se connaît. Les professeurs te connaissent. Tous les assistants te connaissent. Finalement, les cours en fait sont un peu plus interactifs. Mhm. Des petits groupes, ça permet plus d'échanges, plus de questions. Et puis le fait d'arriver en master avec un peu plus de connaissances, en fait, finalement, je dirais, c'est un peu, ça crédibilise un peu aux yeux des professeurs, ce qui fait que ton avis en tant qu'étudiant, je Mhm. pense, a plus de poids. Mhm. Euh, j'ai déjà eu des très bonnes discussions avec certains professeurs après les cours, parce que c'est toujours des choses qui sont très enrichissantes. Souvent des professeurs qui soit font de la recherche à côté, soit ont un job à côté euh, d'ingénieur. Et Mhm. il y a parfois des choses assez intéressantes à apprendre. C'est vrai Mhm. que c'est peut-être un peu plus compliqué à faire quand on est en bachelier. Sinon, en fait, un truc qui est assez intéressant à discuter, c'est qu'à l'UCL, donc en Polytech, on a un principe qui est que les cours magistraux, donc les cours théoriques, sont donnés après les cours, après les séances d'exercice. Mhm. Ok. Donc, c'est assez spécial et je ne pense pas qu'en Belgique, on le fasse dans d'autres universités. Je pense que c'est fait dans certains autres pays. Donc, en fait, on est en petits groupes. Donc, les 6 ans d'étudiants, ils sont séparés en petits groupes de 5-6 élèves. On a chacun des locaux à nous Mhm. où on a tous nos cours de travaux pratiques ensemble. Donc, en fait, on a un groupe de 5 personnes choisies au hasard. Et les séances de travaux pratiques de mathématiques, de chimie, tout ça, on doit tous les faire ensemble et sans avoir eu le cours. Donc, on a les livres de référence, on a un assistant qui répond à nos questions si on en a, et on doit se Mhm. débrouiller, en fait. On a Internet et on doit vraiment se débrouiller. Et donc, on doit vraiment essayer de résoudre les, euh, les, les questions, finalement, en découvrant une matière dont on ne connaissait même pas l'existence Mhm. avant le cours. Et puis après vient le cours magistral où finalement en fait, on revoit la matière. Mhm. Et sincèrement, je trouve que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus instructif de procéder comme ça. Parce qu'en en fait, on arrive en cours en ayant déjà beaucoup de repères, on a déjà des questions qui sont prêtes. Mhm. Alors, bien sûr, il faut jouer le jeu. Si tu passes ton travaux pratiques, ta séance de travaux pratiques à ne rien faire, Bien sûr. ça perd son utilité. En master, c'est différent. Il n'y a plus ce côté travaux pratiques avant cours magistraux. Là, c'est un peu plus classique. Mais C'est presque logique d'une certaine manière, parce que ton boulot, c'est aussi de chercher des solutions par toi-même. c'est Donc, ça. Et c'est cette aussi, méthodologie d'apprentissage, c'est quand même vachement c'est plus ça. Et c'est logique, aussi pour j'imagine. favoriser le travail de groupe, qui est pour moi Mhm. très, très important quand tu travailles comme ingénieur. Et Mhm. quand tu travailles comme ingénieur, il ne faut pas espérer travailler tout seul dans ton coin. Mhm. Ou en tout cas, je ne vois pas dans quel cadre c'est possible. C'est vraiment pour essayer de favoriser du leadership, du savoir travailler en équipe. Ce sont des compétences qui ne sont pas forcément évidentes quand on n'est pas habitué. Mhm. Enfin, ce sont vraiment je dirais des soft skills euh, Mhm. qui sont instruits un peu de cette manière. D'ailleurs, j'avais un petit peu plus posé la question à Sarah la semaine dernière, mais je te la repose ici. Est-ce que tu vois déjà une évolution dans ta pratique de ces soft skills, par exemple de leadership, depuis le début de ta vie professionnelle? Est-ce que tu vois une évolution? Et est-ce que tu as eu l'opportunité de te former à ça, ouverte par ton entreprise ou du fait d'une volonté propre? Mhm. Euh, c'est une bonne question. C'est vrai que dans les études d'ingénieur, on a toujours tendance à mettre l'accent sur le côté technique, les calculs très importants, théorie mathématiques, chimie, hein, c'est très, très important. C'est vrai Mhm. que parfois, on a un peu tendance à oublier les soft skills, alors que parfois, on peut être le meilleur mathématicien, connaître les meilleures théories, vraiment les maîtriser. Mais quand on ne sait pas les présenter ou on ne sait Mhm. pas les faire comprendre, ça ne sert absolument à rien. Et parfois, c'est frustrant pour certaines personnes. Alors, forcément, le fait de travailler dans un environnement de travail avec des personnes plus âgées,
des personnes plus expérimentées, on en tire forcément plus facilement de bénéfices sur les soft skills, sur les techniques de présentation, sur Mhm. savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, la façon de présenter les choses, la façon de convaincre les personnes. Ce sont des choses qui sont finalement... ouais, très sincèrement, je ne suis pas encore au bout de mon apprentissage à ce niveau-là. Et je suis certain que je le serai un jour parce qu'il y a toujours moyen d'améliorer ça avec le temps. Mhm. Et en fait j'ai l'impression que plus tu évolues dans ton travail, plus tu travailles, plus tu passes d'années à travailler, plus tu as un esprit critique euh, sur ce que tu fais en fait. Et tu peux peut-être réagir différemment les, selon les cas. Mhm. Alors, il y a des cours de soft skills qui sont Mhm. proposés par mon entreprise actuelle. Ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, mais voilà, je pense qu'il y a toujours moyen de s'améliorer, que ce soit dans son privé ou, euh, ou, euh, ou via la société. Je pense que le fait de le Mhm. voir améliorer, d'être conscient qu'il y a des choses à améliorer, c'est déjà, je pense, C'est un déjà sacré, bien? Ouais, c'est le premier un pas. sacré début. Bah écoute, j'en profite pour prendre une question suivante qui vient d'arriver sur le chat, encore une fois. Conseilleriez-vous de poursuivre ses études d'ingénieur civil par un MBA? Est-ce que le MBA apporte une plus-value à la hauteur du montant investi? Euh, alors, très modestement, je veux dire que je ne suis pas certain de pouvoir être qualifié pour répondre à cette question dans la mesure où moi, j'en ai jamais ressenti le besoin, Mhm. et, ni durant mes études, ni maintenant durant mon job actuel. C'est pas forcément quelque chose qui m'a intéressé non plus. Ouais. En tout cas, moi, je me sens particulièrement épanoui dans ce que je fais. Et, je trouve que j'ai vraiment pas mal de challenges à l'heure actuelle et je ne vois pas ce qu'un MBA m'aurait apporté. Par contre, très clairement, je ne vais pas déconseiller de poursuivre les études d'ingénieur civil par un MBA. Mhm. Ça dépend en fait finalement je dirais de l'ambition de la personne, de voir ce qu'il veut vraiment faire. Euh, voilà. Mhm. Peut-être que ça peut avoir, je ne sais pas du tout si c'est une possibilité aussi dans ton milieu, mais d'être indépendant. Peut-être que c'est une plus-value si jamais tu décides d'être un peu freelancer pour plusieurs structures. Je sais pas. Forcément, c'est une plus-value. Alors, nécessaire, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais c'est Mhm. forcément une plus-value. Ça peut être quelque chose de bien vu. Mhm. Et clairement, clairement ça dépend vraiment de la mentalité des différentes personnes. Mhm. C'est vrai qu'il y a beaucoup de place pour l'entrepreneuriat Mhm. dans tout, dans tout ce qui est ingénierie. Ça, Mhm. clairement. Toi, c'est quelque chose que tu envisagerais à terme, ou de monter ta boîte, ou de commencer à faire quelque chose de manière indépendante? Et à l'heure actuelle, pas du tout. Pas du tout. Je ressens pas du tout le besoin. Et en fait, je trouve que le fait ici de travailler dans une grande structure, ça me permet de participer à des projets qui sont très, très intéressants, Mhm. très internationaux et très, très variés. Et clairement, je pense pas que j'en aurais eu l'opportunité en étant indépendant. Mhm. En tout cas, en étant indépendant vraiment au sens propre du terme, donc le fait d'avoir sa propre boîte. Donc, ne pas être indépendant et travailler pour le compte d'une grande boîte, là, je pense, voilà. Euh, Moi, sincèrement, ça ne me dit vraiment pas pour le moment. Après, voilà. Peut-être que dans quelques années, Dans quelques années, ça pourquoi sera pas. différent. Il faudrait faire plus de travail administratif, peut-être, si jamais. Sans doute. Du coup, n'hésitez pas encore une fois hein, à lever la main, à envoyer des questions directement sur le chat. Mais bon, pour le moment, comme il y a pas de questions supplémentaires. Est-ce que Il y en a encore une de Ah, ma... voilà, une dernière question. Parfois, elles sont toutes intéressantes, donc moi, Elles sont toutes ça super, m'a... ouais. Ouais. Est-il Euh, possible de poursuivre ses études par un doctorat avec une moyenne du bachelier de moins de 16? C'est très précis. euh, alors, très franchement, voilà, moi, je vais peut-être parler de moi, mon cas. En bachelier, j'ai eu vraiment des mauvais points. J'ai raté. J'ai recommencé, j'ai réussi. Mhm. Je suis franchement, je suis passé assez juste au final, très honnêtement. Et puis en master, ça a été beaucoup mieux. Je pense que ouais, j'ai fait avec une distinction, donc j'ai dû avoir un peu plus que 15 et demi. Et les points de bachelier, je ne saurais pas te dire, mais ça devait être un peu plus que 12.
Ça n'a pas empêché qu'on me propose de poursuivre un doctorat. Finalement, ça dépend beaucoup de ce que tu montres à ton master. Si tu montres que tu es motivé, si tu montres que tu es passionné par un domaine, je pense que c'est ce qui va t'aider le plus, en fait, au final. Le fait d'être passionné par un domaine, ça te permet d'avoir plus d'interactions avec un professeur, ça te permet de développer des contacts avec des assistants et compagnie. Et, euh, et peut-être que certains professeurs refuseraient, j'en sais rien. Mais sincèrement, je pense que ça ne doit pas t'effrayer pour faire un doctorat, en tout cas. Surtout que le bachelier, on est encore très loin du doctorat. Ouais, il y a quelques belles années d'études entre-temps et la possibilité de se rattraper si jamais on a des moyennes de bachelier qui ne sont pas très très hautes. Je pense que Exactement. on a tous peut-être dans nos contacts proches des personnes qui, au cours de leurs études secondaires, étaient un peu ric-rac et qui ensuite ont rattrapé la machine en marche à une vitesse totalement folle. Ouais, Donc, c'est ça, pas franchement. s'inquiéter. Ouais, sincèrement, moi, ouais, par exemple, en secondaire, j'étais super bon, j'avais super points. Puis après, en bachelier, je me suis un peu cassé la gueule. Hum, Et puis après, je me suis rattrapé en master, le temps de trouver, je dirais, ma méthode de travail, de trouver mes repères, de trouver comment fonctionner pour pouvoir pouvoir réussir les challenges. hum, Ça m'a pas empêché d'avoir une proposition de doctorat, ni même, c'est jamais une question qu'on m'a pas proposée lors d'un entretien d'embauche. On m'a jamais demandé quels ont été hum, tes points en bachelier ou en secondaire. Ou même, je suis même pas certain qu'on m'ait demandé si j'ai terminé avec une distinction, avec une satisfaction ou une grande distinction. Je hum. pense qu'on m'a posé la question en fait au final. Donc, mais Ouais. je suis pas en train de dire que c'est pas important. Mais je suis souvent en train de dire que c'est pas, ça ne condamne à rien. En fait. Hum. Oui, c'est vrai qu'après quelques années d'expérience pro, en plus, les En notes plus, qu'on a eues au cours des études secondaires, c'est vraiment plus quelque chose de très important. Je vois qu'il y a il y a des remerciements qui arrivent à un l'appel grand là. plaisir. Du coup, voilà, il y a encore un petit peu de temps pour poser des questions. Surtout, n'hésitez pas à en poser. En attendant de nouvelles questions, moi j'ai peut-être une un petit droit de suite en plus. Tu as parlé un petit peu du profil de tes profs en bachelier, en master, je ne me rappelle plus, mais qui avaient souvent un job d'ingénieur en parallèle. Moi, ça m'a vraiment interpellé parce que j'ai fait des études de sciences humaines et en général, les profs, ils étaient que profs. Ils étaient profs, chercheurs, enseignants, chercheurs. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé? Est-ce qu'ils ont pu te donner des conseils pour t'intégrer dans le monde du travail, ces profs? Ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui t'ont guidé justement dans cette insertion dans le monde professionnel après tes études? Euh, je pense effectivement que le fait d'avoir des professeurs en partie enfin, pour certains qui travaillent en dehors, donc qui faisaient partie de sociétés importantes, Mhm, ça nous permettait en tout cas d'avoir déjà des retours sur ces sociétés. mhm, Honnêtement, on me dit, voilà, demain tu es sur le marché de l'emploi, chez qui tu veux travailler, bah, quand on est à l'université, on n'en sait absolument rien. mhm, Et donc, c'est ça que ça nous permet d'avoir beaucoup de retours sur les philosophies d'entreprise, sur ce qui est recherché chez mhm, un ingénieur, sur les choses importantes. Et je pense que la plupart des professeurs que j'ai eus ont tous joué le jeu à mhm, ce niveau-là. Peut-être aussi parce qu'ils représentaient un peu leur société en étant là. Mais voilà, ils ont toujours été ouverts pour les discussions, mhm, ouverts même pour les stages. C'est bien plus facile de faire un stage dans une entreprise où on a un professeur qui te connaît, avec qui tu as de bons points. C'est mhm. forcément un sacré avantage. Après, ouais, honnêtement, les autres professeurs qui font de la recherche à côté, ils ont aussi beaucoup d'interactions avec le monde des entreprises. En tout cas, dans dans le domaine de la construction, finalement, je dirais, c'est un milieu assez petit où tout le monde se Mhm, connaît. mhm. Euh, donc, voilà, je pense que effectivement, le fait d'avoir des professeurs externes, ça a ses avantages, mais voilà, les autres professeurs ont Mhm. aussi quelque chose à apporter. D'ailleurs, tu parlais de stage un instant. Est-ce qu'il y avait des stages obligatoires dans ton cursus d'études et est-ce que tu as fait des stages optionnels supplémentaires?
Alors, on avait un seul stage qui était à mon époque optionnel et Mhm, qui est devenu obligatoire. mhm, C'était un stage de 8 semaines. mhm. Mais il faut savoir que c'est un stage qui est... enfin, ouais. En fait, à l'époque, c'était un stage qu'on devait suivre alors que les cours continuaient. Euh, D'accord. Donc, il donc, fallait faire les deux à la fois. donc les cours continuaient, il fallait quand même passer les examens, mais voilà, on a quand même raté 2 mois de cours. Donc, Mhm, ce que souvent les gens faisaient, c'était suivre le stage pendant l'été, pendant les vacances d'été, mais c'est pas forcément évident. Donc mhm. maintenant, c'était un peu plus encadré. Donc il y a un créneau en quatrième année, en fin d'année, pour passer 2 mois de stage. Et c'est obligatoire. Et voilà. Moi, mon opinion, c'est que ces stages ils sont sincèrement assez utiles dans la mesure où ça donne vraiment un bel aperçu du monde du travail. Mhm. Moi, j'ai fait mon stage dans un endroit où je me suis dit que je ne devais pas y retourner. Donc, voilà, il vaut mieux faire cette conclusion pendant un stage qu'après avoir passé 2 ans de vie professionnelle dedans. Et voilà. Et comme je disais tout à l'heure, on peut, en tant qu'ingénieur civil en construction, on peut travailler aussi bien sur chantier qu'en bureau d'études. Mhm. Le fait d'avoir ces stages, ça permet déjà d'avoir un aperçu sur une des deux grandes catégories. Si par Mhm. exemple, quand on n'aime pas du tout le chantier, ben, on se dit, ben, tiens, je vais peut-être plutôt m'intéresser au bureau d'études. Voilà, donc Ok. voilà. Il n'y a pas vraiment de place pour d'autres stages optionnels. Mhm. Dans d'autres études, par exemple, ingénieur industriel, ils ont beaucoup plus de stages. Mhm. Euh, voilà, Ouais, ça diffère un petit peu en fonction des spécialisations, c'est ça, je suppose. voilà. Après, il y a toujours moyen de faire des stages en plus. Personne ne Mhm. t'oblige à être en cours de toute façon. Rien ne Mhm. t'empêche de le faire. Mais pour qu'il fasse partie de ton cursus, deux stages, en tout cas à l'UCL, en tout cas, Mhm. ça me paraît pas Mhm. possible. Puisqu'on est en train de parler des spécialisations, je vais peut-être prendre la toute dernière question qui est arrivée, puis on prendra les deux précédentes ensuite. Quelle est la différence entre ingénieur civil et ingénieur architecte? Ça, c'est la fameuse question qui est toujours posée. Euh, je dirais que l'ingénieur architecte, en tout cas l'architecte, est plus dans une phase de conception des choses. Mhm. Voilà, par exemple, un bâtiment, c'est lui qui va le dessiner. Et c'est pas juste faire un dessin sur une feuille, un gribouillis, dire voilà, c'est ça que je veux qu'on construise. C'est plus que ça. Donc l'architecte a beaucoup de connaissances en construction. Mhm. euh, ne va pas dessiner des choses qui sont totalement aberrantes. Mhm. Mais par contre, ce n'est pas lui qui va calculer la résistance des matériaux, la structure. Ce n'est pas lui qui va faire en sorte que ça tienne. Donc, il va Mhm. proposer des solutions qui seront plus ou moins bonnes et qu'il faudra peut-être corriger. Et l'ingénieur civil, tel ingénieur, va calculer, va suivre les normes pour calculer précisément et pour être sûr de proposer une solution qui soit conforme. Mhm. Donc, Est-ce voilà, qu'en je dirais que un, c'est la différence principale. est-ce qu'en un mot, tu as déjà eu envie de maudire des architectes parce qu'ils avaient fait des propositions totalement folles? Euh, En un Très mot, hein. sincèrement, oui. Et en fait, je remarque que c'est surtout parce que c'était surtout au début de ma carrière. Mhm. C'était surtout parce que je ne comprenais pas très bien leur point de vue. Ok. En fait, en se mettant un peu dans leurs chaussures, on comprend pourquoi ils veulent faire ça. Alors, clairement, tout le temps, ils vont proposer des choses qui ne nous arrangent pas, nous. Ouais. Alors, les mots dire oui, parce que ça ne nous arrange pas, nous, mais objectivement, pour la beauté du projet, je peux comprendre il y ait cette proposition. Mhm. Maudire, c'est peut-être un grand mot. Après, Oui, essayer de oui, comprendre. oui. Voilà. Donc, du coup, on va remonter dans les questions. Encore une question sur les stages. Est-ce qu'en bac 3, on peut déjà faire des stages, possiblement en job étudiant? Je crois qu'il y a déjà répondu peut-être en partie, mais voilà, éventuellement en job étudiant, est-ce que c'est une possibilité? C'est possible, oui. Après, ça à chacun de trouver le temps pour le faire. Mais effectivement, on peut faire un job étudiant dans les boîtes de construction, dans les boîtes d'ingénierie. Mhm. C'est possible, oui. Donc, pour C'est être très, possible pour très... un étudiant, par exemple. Si ce n'est pas de seconde cesse.
Et franchement, je trouve que c'est une très bonne chose. Si l'occasion se présente, moi, je trouve que ça peut être vraiment un truc intéressant. Rien que pour voir la philosophie de travail. Parce que, ouais, sans faire de stage, c'est un peu dur de se rendre compte ce à quoi représente vraiment le monde du travail. Mhm. On n'est plus du tout, à l'école, on n'est plus entre copains. Et je trouve que le fait de plus de stages on peut faire, mieux c'est, je pense, et ça permet de diversifier les connaissances. Et quitte à faire un job étudiant, moi j'ai envie de dire, pourquoi ne pas le faire un job étudiant qui soit un peu plus en lien avec ton métier. Ça peut être enrichissant, comme effectivement, ça peut être aussi enrichissant de faire un tout autre domaine. Voilà. Mais je pense que c'est possible. Très bien. Eh ben, on va prendre peut-être la dernière question à laquelle on n'a pas répondu, qui est la troisième. Ton métier est-il tout à fait compatible avec ta vie privée, tes hobbies, etc. Est-ce que ça te laisse assez de temps? Ça, c'est une bonne question. Disons que c'est un métier très passionnant et que je pense que euh, pour pouvoir réussir à faire vraiment tout ce qu'on veut, il faut consacrer pas mal de temps. Et Hmm. dès que c'est parfois un peu un sacrifice, c'est parfois des très grosses journées. Mhm. Euh, alors, est-ce que ça impacte ma vie privée? Pas forcément. Je pense que j'ai une vie privée qui est assez stable, mais je dois quand même Mhm. faire des choix au niveau de mes hobbies. Mhm. Euh, ouais, clairement, je passe pas toute ma vie à travailler, mais voilà, il m'arrive de travailler parfois chez moi, de parfois revenir un peu tard du boulot. Mhm. Euh, Très honnêtement, moi, je ne vois pas vraiment ça comme un problème, dans la mesure où je suis vraiment passionné par les projets actuellement. Mhm. Alors, je me dis effectivement que si j'étais moins passionné si j'aimais beaucoup moins ce que je faisais, là, j'aurais vraiment un problème parce que j'aurais vraiment l'impression de perdre mon temps et puis après d'avoir très, très peu de temps pour moi. Mhm. Euh, Après, voilà, ça dépend aussi de l'organisation. Je trouve qu'au fil des années, j'arrive à assumer un peu plus de travail sans pour autant que ça en pâtisse sur ma vie privée. Donc, je pense qu'il faut savoir s'organiser et voilà, il faut être prêt à faire des sacrifices, je pense, et je pense que c'est déjà le cas pendant les études, en fait. Mhm. C'est les études qui laissent finalement peu de place pour les hobbies. En tout Mhm. cas, je comprends par rapport à mon cercle d'amis. Je trouve que c'est pas forcément facile à certains moments de devoir renoncer à certaines choses quand d'autres amis pouvaient le faire. Mhm. Mais voilà. En fait, quand on considère son job comme un hobby, je dirais entre guillemets, ben, ça permet de faciliter les choses, clairement. Mhm. Oui, bah, c'est un métier passion, hein, finalement. Donc, ça prend beaucoup de place, sûrement. Effectivement. J'ai reçu une question ici en privé. Ouais, Alors, est-ce que c'est moi un boulot? aussi. Je t'en poserai Voilà. une à la fin. Alors, est-ce que c'est un boulot bien payé? Je pense que c'est un boulot qui est assez bien payé. Mhm. Alors, évidemment, si tu regardes le nombre d'heures consacrées par rapport au salaire, alors Mhm. le taux horaire n'est pas forcément génial et Ouais. même, je dirais, pas très bon par rapport à des métiers qui sont plus courants. Mhm. Euh, mais voilà. Je pense de toute façon qu'il n'y a pas que le salaire qui compte, c'est aussi les conditions, le fait que ce soit confortable, le fait de ne pas faire un métier qui soit difficile physiquement. Ce sont les choses qui sont à prendre en compte. Et aussi les perspectives d'évolution. Mhm. Évidemment, un ingénieur qui est expérimenté, c'est voilà, c'est beaucoup plus demandé et c'est beaucoup plus favorable au niveau salaire, clairement. Mhm. Mais voilà, clairement, je ne pense pas que ce soit le métier à faire pour être riche. Mhm. Euh, voilà, mais après, est-ce que c'est vraiment une volonté d'être riche? Ouais. Moi, non, en tout cas. Mais en tout cas, ça a l'air d'être confortable. Même si c'est pas des salaires mirobolants, tu peux vivre C'est clairement décemment, quoi. confortable. C'est clairement confortable, oui. Après, voilà, comme je dis, si tu compares un taux Ouais. horaire et tu compares avec celui d'un ouvrier, par exemple, le taux horaire ne va pas être forcément différent. Mhm. Et c'est un peu surprenant, mais voilà. Mhm. C'est le Ouais, fait de effectivement. considérer le boulot comme un job, comme un hobby. Mhm. Bon, c'est votre dernière chance à tous de poser des questions. Sinon, moi, j'ai une dernière question un peu originale à poser que j'ai aussi reçue en privé. Donc, je vais vous laisser 5, 10 secondes pour poser une dernière question si jamais ça vous
brûle les doigts ou les lèvres? Apparemment, ça n'a pas l'air d'arriver encore. Last question. Non. Bon, alors je vais te poser une petite question rapide du coup, que j'ai reçue en privé qui est assez rigolote, donc je te la pose. Est-ce que tu étais fan de l'émission Les Constructeurs de l'Extrême? Et moi je rajoute, est-ce que ça a contribué à ton choix d'études? Fan, vraiment pas. Mais si je tombe dessus en zappant, c'est quelque chose que je regarderai avec grand plaisir. Très bien. Par contre, pour la petite histoire, alors quand j'étais encore en cinquième année, c'était l'époque où il y avait eu Prison Break. Mhm. Et il s'avère que le personnage principal était ingénieur civil en Mhm. construction. Et disons, c'était la confirmation sur mon rêve. Je me suis dit, je veux être comme lui. Et ça m'a vraiment fait décider L'idée? de Mhm. suivre ces études. Donc heureusement que tu n'as pas regardé Urgence ou Doctor House, sinon je serais en train d'interviewer un médecin. Ouais, peut-être. Comme quoi, ça se joue à pas. Parfois, Ça hein. se joue à pas grand-chose. Il faut faire des sessions comme ça de Meet Future. Parfois, il suffit de regarder une série. Donc, D'ailleurs, en parlant de Meet Your Future, ceux qui ont déjà assisté une fois ou deux à des sessions de Meet Your Future ou en ligne ou en live savent qu'à la fin, on met toujours en place une petite conclusion d'inspiration. Moi, voilà, je voulais te demander simplement qu'est-ce que tu avais pensé de cette séance qu'on va bientôt conclure. Ce que tu as envie de dire aux jeunes qui nous écoutent, qui sont peut-être en train de faire un choix d'études, et puis aussi ce que tu as appris toi en participant, et est-ce qu'il y a des questions auxquelles tu t'attendais pas et qui t'ont surprise. Voilà, juste que tu nous fasses une petite conclusion et que tu donnes un ok. petit peu de l'élan et de l'allant. Alors, tout d'abord, un truc que je voudrais dire aux jeunes étudiants, c'est c'est quand même de prendre certains risques dans la mesure où il ne faut pas avoir peur de viser trop haut. Moi, je me rappelle que quand j'avais choisi l'étude d'ingénieur civil, quasiment l'intégralité de mon entourage me disait que c'était trop dur, que j'allais souffrir, que j'allais pas y arriver. Alors, effectivement, j'ai souffert. J'ai failli ne pas y arriver, puis j'ai réussi et j'en suis extrêmement content. Et je pense vraiment que j'aurais été très malheureux s'il n'avait pas terminé. Donc ça, je pense que le premier truc, et c'est vrai que quand on est en réto, on veut s'inscrire, on ne sait pas trop où, on se dit je vais peut-être choisir telle étude parce que ça, a priori, je n'aurai pas de problème. Je ne pense pas que ce soit la bonne philosophie et je ne pense pas que ce soit dramatique de rater une année ou deux. Mmh. Je pense que c'est de toute façon tout le temps enrichissant. Au mieux, bah, tu rebondis et tu arrives à dépasser tes lacunes. Au pire, c'est un échec, mais tu arrives à en tirer des trucs positifs pour un autre projet, pour d'autres études. Donc, moi, je dirais que c'est le premier truc que j'ai envie de dire. C'est vraiment, il faut vraiment essayer d'aller au bout. Et il ne faut pas avoir peur un peu de se dépasser, de sortir un peu de sa zone de confort. Ça ne marche pas, ben, on retombe un peu plus bas. Ça marche, tant mieux. Tandis que si on choisit un truc qui est vraiment abordable ou accessible, mais qu'on n'a pas vraiment envie de faire, ça peut être une frustration à vie. C'est la première chose que j'ai envie de dire. La deuxième chose que j'ai envie de dire aussi, c'est peut-être le fait, je pense qu'il y a une nécessité d'aller vers l'information. Je repense quand j'étais jeune, j'attendais plutôt que l'information venait à moi. Mais je pense qu'il faut être un peu plus opportuniste. Il faut essayer de voir soi-même quels cours peuvent nous intéresser. Donc, par exemple, quand on est en réto, c'est participer à des cours en auditoire de première année d'université ou d'autre école. Souvent, les auditoires ils sont tellement grands que personne ne va remarquer la présence d'un nouveau, d'un jeune ou pas. Et se renseigner sur Internet et ne pas trop subir un choix par défaut. Ça, je pense, franchement, c'est vraiment dommage. On parle quand même d'une carrière entière. Donc, si on peut essayer d'optimiser ce processus-là, ça peut être pas mal. Donc, voilà. Sinon, ce que j'ai pensé de cette séance, voilà, moi, c'est toujours un plaisir de répondre aux questions sur mon métier. Je pense que comme vous avez tous compris, parce que je suis assez passionné par mon métier. Et donc, forcément, j'ai envie que si quelqu'un a un doute sur le fait de vouloir faire ses études, j'ai vraiment envie qu'il aille au bout de son doute, qu'il pose des questions et tout ça. Euh, Parce que voilà, ça me fait vraiment plaisir que quelqu'un puisse réaliser son rêve sur base d'un conseil. Donc voilà, et forcément, c'est toujours enrichissant. Par exemple, je vois qu'on parle de MBA, on parle de doctorat. Mhm. Je trouve ça vraiment chouette de voir des questions sur ça.
et pas seulement des questions sur c'est quoi un ingénieur, sur des questions qui sont déjà très, très, très Très informé. voilà. Cool. Eh ben, merci beaucoup. Moi, je retiens effectivement de ça qu'il faut de toute façon prendre des risques et puis ne pas faire de choix par défaut. Il y a une vraie nécessité, je pense, d'aller au devant de l'information et de faire en sorte qu'on reste pas passif face à elle. Je pense que c'est le plus important, quoi qu'on fasse. Et effectivement, merci à tous pour les questions, pour la qualité des questions. Il y avait effectivement pas de questions tout à fait basiques sur c'est quoi un ingénieur. On allait beaucoup plus loin que ça. Du coup, bah, je vous remercie tous d'avoir participé. Merci encore à toi, Andela, Avec grand plaisir. d'avoir répondu, d'avoir répondu à ces questions. Je vous rappelle à tous qu'on fait ces Meet Your Future tous les vendredis soirs, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. On publie normalement en début de semaine les profils des personnes qui seront interviewées. Et sur notre chaîne YouTube, depuis la semaine dernière, on publie des rediffusions de ces interviews. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair pour vous, vous pouvez toujours aller retrouver ces vidéos sur notre chaîne YouTube de TIN. Merci encore à tous et puis une très bonne soirée. Je vais arrêter l'enregistrement vidéo et si vous voulez encore un petit peu discuter, on peut discuter 2-3 minutes.